Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show. C'est le Texama Show 152 si je ne m'abuse. Évidemment, le numéro n'a aucune importance parce que, comme d'habitude, on va parler de l'actualité informatique et technologique de la semaine. Pas mal d'actualités cette semaine-ci. D'ailleurs, on a évidemment la grosse annonce de la PlayStation 5 qui a enfin été dévoilée au niveau du design, même si on n'a pas encore le prix, tout comme la série X d'ailleurs. On a aussi des leaks sur la RTX 3080, des assez gros leaks en réalité au niveau du refroidissement Founder Edition. Et d'autres petites news par-ci par-là, ainsi qu'une assez grosse news en réalité sur le fait que Apple va peut-être passer sur leur Mac sur des processeurs ARM. Du coup, la première news, c'est justement, comme j'ai dit, la PlayStation 5. Donc, la voici. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, je pense que la plupart l'ont vu. On s'attendait évidemment à un design en noir et blanc, vu la manette qui avait été révélée par le passé, et ça s'est confirmé. On a un design très courbé par rapport à la PlayStation 4, qui elle était très angulaire, ce qui a étonné pas mal de gens, même si en réalité, il y a aussi eu toutes les blagues, oh ça ressemble à un routeur Wi-Fi, tout le tralala, bon, je veux dire, c'est les blagues habituelles aussi sur la série X, où les gens disaient, oh c'est un frigo et tout ça, donc ouais. Mais bon, le truc c'est qu'en réalité, c'est pas la première fois que Sony s'amuse à changer drastiquement de design. La PlayStation 1, de la PlayStation 2, il y avait un gros changement de design. La PlayStation 3 était une version plus courbée aussi de la PlayStation 2, et si vous vous souvenez, la PlayStation 3 aussi était assez mastoc. La PlayStation 4 était très angulaire, et puis la PlayStation 5. Et comme vous pouvez le voir d'ailleurs sur cette image, qui donc là est correcte au niveau taille, puisque vous voyez la taille d'un port USB sur chacune de ces consoles, et puis la taille de la fente pour le disque, donc c'est remis à l'échelle selon ces données-là. Donc pour ceux qui se demandent comment ils savent la taille, juste on sait la taille d'un port USB, il suffit de le mettre à la même taille que les autres ports USB. Et comme vous pouvez voir, elle est grosse. Elle est vraiment... Enfin, c'est pas qu'elle est grosse, elle est haute. Elle est très haute. Et au niveau profondeur, par contre, ça va encore. Pour information, si on voit sur les photos de presse, vous voyez qu'elle est plus... Elle est surtout très haute, mais au niveau profondeur, ça a l'air d'être très similaire à, en tout cas, une PlayStation 4 Pro ou même une PlayStation 3 de l'époque. C'est juste plus de hauteur, quoi. Niveau épaisseur, on est... Alors là, c'est la particularité, c'est que aussi, on a deux PlayStation 5 en réalité. On a une PlayStation 5 avec lecteur Blu-ray et une sans lecteur Blu-ray. Et du coup, celle avec lecteur Blu-ray est un peu plus épaisse, alors que celle sans lecteur Blu-ray est un peu moins épaisse. Le pied semble être... quoique, les pieds ont l'air d'être aussi différents selon le type de console. Il y a aussi une manière... On peut la mettre à l'horizontale. Ça, c'est confirmé à 100%. Il y a carrément une image de presse. Elle n'est pas ici. Ah, si, là, voilà. Vous voyez qu'on a clairement une image de presse de la part de Sony qui dit « Ouais, vous pouvez la mettre à l'horizontale si vous le voulez. » Donc, en gros, pour ceux qui auraient peur de sa grosseur, peut-être, encore une fois, elle est grosse, mais elle n'est pas aussi grosse que la PlayStation. Enfin, quoique. La version sans lecteur DVD est à peu près, en tout cas un petit peu moins épaisse que la PlayStation 3. Et c'est juste qu'elle est un peu plus haute, et du coup, quand vous la mettrez à l'horizontale, elle sera un peu plus large. En termes de profondeur, ça reste assez similaire. La Xbox Series X, elle, par exemple, est relativement peu haute, mais par contre, elle est plus large. Elle est moins profonde toutefois, parce que la Xbox Series X, je vous rappelle, est carrée, donc elle fait la même largeur qu'elle fait en profondeur. Donc ça ne devrait pas forcément déranger beaucoup de gens, mais c'est surtout que le problème avec la Xbox Series, c'est que Microsoft n'a toujours pas montré à quoi elle ressemblerait si elle est mise à plat, justement. Est-ce que ça fonctionne toujours bien aussi, ou est-ce qu'il y a des petits problèmes? On ne le sait pas trop. À mon avis, on pourra la mettre à plat sans trop de problèmes, mais bon, il faudra voir aussi. Du coup, encore une fois, comme j'ai dit, oui, les réactions des gens sont très polarisées. Il y a des gens qui l'adorent, il y a des gens qui n'aiment pas trop et tout ça. Il y a des gens qui se moquent. Moi, personnellement, je vais être très honnête, je la trouve plutôt sympathique. J'aime assez bien en réalité le design. C'est très classe, très épuré, ça fait très moderne, ça fait un petit peu genre futuriste en fait. Ça ne passera pas toutefois dans tous les salons chez tout le monde, soyons honnêtes. Hein. Il y a certaines personnes qui regardent ça qui s'en vont ça ne va pas trop aller, genre ma femme ne va pas aimer ça. Elle va me dire non, ça ne va pas avec genre toute la décor, donc tu vas planquer ça quelque part. Alors que par exemple, soyons honnêtes, toutes les autres consoles, à part la Xbox 360, toutes les autres consoles, vous voyez, c'est une boîte noire, quoi. Ça passe inaperçu. Vous la mettez dans le meuble, on la voit presque pas, à part si vous avez une édition spéciale pour un jeu qui est un peu plus visible, genre ça passe inaperçu. Et même de loin, par exemple, la série X, de loin, si vous ne savez pas que c'est une série X, vous devriez vous approcher pour le voir. Celle-là, par contre, la PlayStation 5,
même si vous la voyez de loin, vous savez que c'est une PlayStation 5. Il n'y a aucun doute là-dessus, vraiment. Alors du coup, il y a eu aussi une flopée d'annonces de jeux et tout ça. Je vous invite à aller voir. Après, je veux dire, si vous êtes vraiment intéressé par la PlayStation 5, je suppose que vous avez déjà vu tous les jeux qui ont été annoncés dessus. Mais il y a pas mal de jeux annoncés, beaucoup d'exclusivités. Encore une fois, c'est l'un des avantages. Enfin, avantages. C'est l'une des forces de Sony plutôt. C'est qu'ils ont encore pas mal d'exclus pour la PlayStation, contrairement à Xbox, qui en a quand même. Mais le problème, c'est qu'ils en mettent aussi de plus en plus sur PC. Donc, des fois, vous pouvez être en mode ah, ben j'aime bien les exclus Xbox. Ah, ben la plupart sont sur PC, donc je vais juste acheter un PC. Donc, ouais. On verra. De toute façon, c'est un peu. C'est le nerf de la guerre des consoles, hein, les exclusivités. Je veux dire, si tous les jeux étaient sortis sur toutes les autres plateformes, si même vous pourriez acheter les jeux Nintendo sur PC, tout ça, soyons honnêtes, certaines consoles ne seraient peut-être pas aussi populaires et certaines autres seraient peut-être un peu plus populaires aussi, justement. C'est souvent les exclusivités qui régissent vraiment si les gens préfèrent une console ou l'autre, soyons honnêtes. Personnellement, je vais être très honnête, je ne suis pas pour les exclusivités. Je préférerais que les jeux sortent partout. Ce serait plus simple pour les gens de jouer à ce qu'ils veulent, où ils veulent, comme ils veulent. Mais bon, il faut reconnaître que certains jeux sont développés pour être exclusifs. Forcément, si Sony donne X millions de dollars à un studio de développement pour faire un jeu, c'est logique que Sony a le droit d'utiliser ce jeu. Ça semble logique. Mais bon, personnellement, j'aimerais quand même que tout le monde puisse jouer à ce qu'ils veulent. Mais bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, voilà la PlayStation 5. Vous avez aussi beaucoup d'accessoires. On l'a vu ici. Un casque, une télécommande, un chargeur de manette, une caméra, évidemment, pour utiliser... c'est pour le PSVR en partie, hein, si je me souviens bien, mais il y avait aussi d'autres jeux qui le supportent. Mais bon, d'ailleurs, on verra aussi si... Normalement, il devra annoncer un nouveau PSVR hein, pour la PlayStation 5, certainement, qui devrait être beaucoup plus performant. Du coup, ça devrait être plutôt intéressant. On a aussi un port USB Type-C à l'avant, d'ailleurs, pour information. Donc, si vous voulez... Je pense que c'est surtout utile pour certains casques, autre chose qui utiliseraient de l'USB Type-C. Vous pourrez aussi brancher un stockage externe en USB Type-C, peut-être. Bon, la PlayStation n'est pas toujours la meilleure là-dessus. Je pense notamment au niveau des casques. Vous avez beaucoup de casques qui, vous pouvez le brancher dans un PC, vous pouvez le brancher dans une Switch, vous pouvez le brancher dans une Xbox. Et puis, quand vous le branchez dans la PlayStation, elle est en mode « Nope, je refuse de fonctionner ». Du coup, il y a des versions spéciales PlayStation de beaucoup de casques qui existent. Donc, j'aimerais bien que Sony, personnellement, arrête de faire ces conneries et qui supporte pleinement les casques qui fonctionnent sur PC et tout ça. Ça simplifierait pour tout le monde, franchement. Mais bon, dans tous les cas, voilà la PlayStation 5. Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous l'aimez pas? Qu'en pensez-vous? Personnellement, ce qui m'intéresse le plus, c'est de voir le prix qu'on n'a toujours pas pour les deux consoles d'ailleurs. Ça va, selon moi, régir beaucoup de choses. Réjouir, oui. Vous allez être réjouis par le prix. What? C'est illogique. À mon avis, pas beaucoup de gens vont être réjouis par le prix, parce que visiblement, elles coûteront au minimum, selon ce qu'on voit, au minimum 499 € pour les deux consoles. Il y a de fortes chances. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent, cette version sans lecteur CD, lecteur Blu-ray, est-ce qu'elle sera beaucoup moins chère? À mon avis, non. Je veux dire, c'est Sony, ils fabriquent leur propre lecteur DVD, Sony. Ils peuvent les fabriquer pour vraiment pas cher, surtout que maintenant les lecteurs Blu-ray existent depuis tellement d'années que genre c'est devenu un peu standard quoi. C'est facile à fabriquer pour Sony. Donc ne vous attendez pas à une différence de 100 € entre les deux consoles. À mon avis, ça va être une différence de 40, 50 €. 50 € serait fort probable. Peut-être qu'ils font exprès de mettre à 50 €. Ils gagnent un petit peu moins d'argent sur la version full sans DVD. Mais en partant du principe qu'au long terme, ils gagneront plus d'argent pour la simple et bonne raison que les gens ne pourront pas revendre leurs jeux d'occasion et que du coup, les autres personnes devront les racheter neufs ou autre chose, ou en promotion. Du coup, à mon avis, ils se disent, ouais, on va la mettre moins chère parce qu'à long terme, ça nous fera plus d'argent. Je pense que c'est plutôt ça. Ensuite, on a eu des gros leaks sur la RTX 3080. On avait eu pas mal de petits leaks par-ci par-là sur les détails d'architecture et tout ça, sur quand elle pourrait sortir. Mais là, on a eu carrément le refroidissement Thunder Edition qui semble avoir leak. Je dis semble parce qu'évidemment Nvidia ne l'a pas confirmé, même si beaucoup d'employés d'Nvidia étaient apparemment surpris de le voir parce que même eux ne l'avaient pas encore vu. Il faut savoir que la PlayStation 5, la RTX 3080 et toutes les autres 3000 d'ailleurs ne sortiront pas avant au moins octobre, selon ce que indiquent beaucoup de choses. Elles seraient présentées en septembre pour une sortie en octobre en tout cas. Peut-être présenter un petit peu avant avec un peu de chance, mais du coup ouais, on est encore loin de la sortie, donc il n'y a pas beaucoup de détails en fait, et c'était assez étonnant de voir ce leak qui honnêtement semble,
Au début, j'étais en mode, ouais, peut-être que c'est quelqu'un qui a fait un beau faux refroidissement, hein, c'est possible, mais le truc, c'est qu'on a eu de plus en plus de trucs, on a eu aussi ces images-là où on voit carrément le refroidissement sans le ventilateur et tout ça, et honnêtement, c'est beaucoup d'efforts pour juste donner cette impression-là, et à mon avis, c'est probablement vrai. Alors, c'est pas le refroidissement final de la Founder Edition, aussi c'est la Founder Edition, comme je dis, donc si vous avez une carte mère Asus MSI Gigabyte, elles seront radicalement différentes. Elles auront des refroidissements plutôt classiques, comme on a vu jusqu'à maintenant. Mais du coup, ici, on a quand même quelque chose qui pourrait être fort probable, parce que ça ressemble vraiment, et c'est la Founder Edition. Du coup, plusieurs trucs à voir, hein, pour ceux qui veulent un petit peu le voir. Déjà, vous avez dû le voir jusqu'à maintenant, il y a un ventilateur. Non, il y a 2 ventilateurs, mais il y en a un de chaque côté. Genre, littéralement de chaque côté. Donc, là, cette face-là, cette face qu'on voit encore ici, c'est la face classique d'une carte graphique, celle où il y a tous les ventilateurs en temps normal. C'est la face qui est orientée vers le bas quand vous la mettez dans un PC normal. Et cette face-là, c'est la face qui est vers le haut, normalement dans le PC. On le voit d'ailleurs avec le PC Express ici, qui est à gauche du coup. Et c'est la face où normalement, il n'y a rien en fait. Il y a la backplate et genre, c'est l'arrière de la carte graphique, quoi. Il n'y a rien. Et là, on a un ventilateur. Du coup, vous pourriez être en mode... oui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, en gros, moi, de ce que je vois, et plusieurs personnes semblent être assez d'accord là-dessus, c'est que le premier ventilateur, celui qui est normal, celui qui est là où il devrait être en temps normal, semble être un ventilateur qui aspire de l'air, l'expulse à travers le refroidissement, et puis voilà. Le deuxième, toutefois, ressemble clairement, et on le voit au niveau des pales, en fait, si vous regardez. Bien souvent, pour information, les pales d'un ventilateur, bon, c'est pas toujours le cas, hein, mais bien souvent, les pales d'un ventilateur l'angle est beaucoup plus serré, genre la pale est beaucoup plus courbée du côté où l'air sort. Et du côté où l'air plutôt rentre dans le ventilateur, la pale est un peu moins courbée. Et ça se confirme bien souvent. Vous pouvez le voir un petit peu ici. Vous voyez, là, la courbure est très gentille au final, elle est plutôt calme, mais derrière, la courbure est un petit peu plus prononcée. Et vous pourrez regarder sur un ventilateur que vous avez peut-être à côté de vous, vous verrez certainement ça. Après, il y a certains dizaines de ventilateurs qui sont assez différents, il faut en tenir compte. Mais là, du coup, si vous regardez, ce ventilateur-là est inversé. Genre, la pale semble avoir une courbe plus calme en bas, à l'intérieur, et une courbe beaucoup plus prononcée sur l'extérieur. Donc, visiblement, c'est un ventilateur qui aspire l'air à travers le refroidissement, à travers cette grille ici qu'on voit là, et l'expulse en haut du boîtier. Et d'un point de vue logique, c'est pas con en fait, c'est vraiment pas con. Ça a déjà été fait par le passé d'ailleurs. Greenward avait sorti une carte graphique où ils avaient mis les ventilateurs sous leur refroidissement, sous le radiateur du coup, et les ventilateurs soufflaient littéralement directement l'air sur la carte graphique, le PCB, et l'aspiraient à travers le radiateur, ce qui faisait le refroidissement. Et ça marchait plutôt bien. Et d'un point de vue design, c'était aussi plutôt classe. Et un des avantages aussi à faire ça, c'est que du coup, les ventilateurs n'étaient pas... Genre, vous ne pouviez pas mettre vos doigts dans les ventilateurs sans faire exprès aussi. Et ils avaient un peu plus de liberté pour justement designer justement le radiateur derrière comme ça. Et un autre avantage aussi, c'est que du coup, quand vous mettiez plusieurs cartes graphiques l'une à côté de l'autre, il y avait plus de possibilités que l'air rentre plus facilement. Mais bon, du coup ici, on peut voir là, c'est la première forme, c'est là où il y a le premier ventilateur hein, qu'on a vu avant. Donc, on voit clairement que l'air, une bonne partie de l'air va sortir par l'arrière de la carte graphique qui est ici. Paf, 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 ça sort, il y a une grille. Et l'autre partie va sortir par là. Alors, il semblait y avoir une plaque ici, donc je ne suis pas sûr que l'air peut passer là, ce qui est un peu bizarre. Donc, je me serais dit que, oh ben tiens, l'air s'expulse par le côté via ces grilles là latérales. Mais je ne suis même pas sûr là-dessus. Peut-être, peut-être pas. Mais en tout cas, l'air semble pouvoir sortir en tout cas à un endroit ici. Et le deuxième ventilateur, lui, a juste un énorme truc d'ailette devant lui et juste, genre, ben, il aspire l'air à travers ça. On voit d'ailleurs qu'à mon avis, il y aura une chambre à vapeur. On voit aussi 5 heat pipes, coil duct. Donc on en voit un là, un ici, un ici, un ici, qui transfèrent la chaleur vers les ailettes qui sont à l'arrière. Donc d'un point de vue design, il n'y a rien de mauvais ou autre chose. Ça semble clairement pouvoir fonctionner. Et ça semble d'ailleurs pouvoir plutôt bien fonctionner parce que l'un des avantages que je vois directement, c'est que contrairement à une carte graphique qui recycle souvent l'air dans le boîtier, vous voyez, elle prend l'air par en dessous, l'air rentre, s'expulse sur le côté, mais des fois il retourne et il repasse dans la carte graphique et puis vous voyez, ça tourne un peu en rond. Puis il y a une partie d'air aussi qui monte.
Là, par contre, vous avez de l'air qui rentre là, il sort, une partie qui ressort sur les côtés aussi, et de l'air qui rentre par ici et qui est expulsé forcément par au-dessus. Franchement, c'est assez intelligent. Alors, vous allez me dire, pourquoi ça n'a jamais été utilisé jusqu'à maintenant? Il y a une simple et bonne raison. Alors, techniquement, ça a déjà été un petit peu utilisé en réalité. Enfin, plus ou moins. Il y a bien des cartes graphiques qui avaient des trous des fois sur la partie supérieure pour aspirer de l'air aussi par le haut, pour information. Mais ça fait longtemps, ça. Mais une des raisons, c'est tout simplement qu'il n'y a pas la place. Si vous regardez cette carte graphique, et c'est là que ça devient bizarre, c'est que là, c'est là qu'il y a le PCB. Là, on voit le PCB. Ça, c'est le PCB. C'est l'endroit où vous avez la puce, les puces mémoire, les tâches d'alimentation. C'est littéralement une mini carte mère. Et le truc, c'est que s'il y a le ventilateur là, il n'y a pas de PCB ici. Genre, c'est juste du refroidissement là. Et le truc, c'est que elle est courte, du coup, cette carte graphique. Si on considère que même si le PCB allait jusqu'ici, c'est très court comme carte graphique. Et on parle d'une RTX 3080 qui aurait apparemment jusqu'à, en tout cas, une dizaine de gigas de mémoire. Du coup, en temps normal, il n'y aurait pas la place. Il n'y aurait juste pas la place. Il y a un seul type de carte graphique qui aurait la place, c'est les cartes graphiques qui utilisent... Enfin, c'est soit des très petites cartes graphiques, notamment des 1060, GTX 1060, des GTX 1650 ou 1660, ça, ce serait possible. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de puces mémoire et on pourrait la mettre là et puis mettre les tâches d'alimentation là, les puces ici, ça passerait. Mais là, c'est une 3080, c'est pas possible. Donc, le seul autre cas aussi où ça passerait, c'est s'ils utilisent de la mémoire HBM. Donc, par exemple, sur les cartes AMD, ils en ont utilisé par le passé, pas actuellement sur les RX 5700 et tout ça, mais par le passé sur les Vega 56 et 64, ils avaient de la mémoire HBM. C'est de la mémoire qui est, pour information, directement à côté du GPU et qui est gravée sur du silicium directement, qui est stacké à côté du GPU. Et l'avantage, c'est que ça consomme moins d'électricité. La mémoire est juste à côté, donc il y a des meilleures latences et aussi des meilleures performances. Et vous pouvez tout fabriquer et tout mettre sur un seul GPU que vous coller sur la carte graphique, c'est plus simple aussi. Et l'avantage aussi, c'est que vous pouvez tout refroidir d'un seul coup. Et ça prend beaucoup moins de place. Du coup, le truc, c'est que si vous regardez cette carte, franchement, non, ça c'est le PlayStation, si vous regardez cette carte surtout là, on voit que le GPU, ici, ça c'est clairement la plaque de rétention pour le ventilateur, mais clairement, le GPU va être situé pas très loin en dessous. Mais le truc, c'est que comparé à une carte graphique normale, c'est très excentré. Normalement, sur une carte graphique normale, le GPU serait genre vers ici, plus ou moins. Pas très loin du slot PCI Express, mais un peu vers le centre. Mais là, visiblement, ça va être plutôt là, en fait. Parce que ici, vous aurez les tâches d'alimentation, forcément. Là, vous aurez les puces mémoire. S'il y a la place, réellement, il n'y a pas beaucoup de place. Donc, à mon avis, je ne sais pas si... Alors, encore une fois, c'est des leaks, mais c'est des leaks qui semblent être probables, vraiment, genre, il y a beaucoup de données là-dessus, on a beaucoup d'images, à part si quelqu'un s'est vraiment ennuyé à faire ça, ouais, ça semble se confirmer que c'est en tout cas une préversion de cette 3080, c'est un premier test de design, c'est pas le design final, mais c'est un premier test. Et du coup, moi, je me dis, mais, genre, il n'y a vraiment pas beaucoup de place pour la mémoire. Peut-être qu'ils ont tout serré, hein. Peut-être c'est largement possible qu'ils ont un nouveau système de design où ils arrivent à tout très bien serrer et les tâches d'alimentation est juste là, très serré aussi. C'est largement possible. Mais moi, ça me semblait tellement serré que je me demande, est-ce qu'ils n'ont pas juste utilisé de la mémoire HBM en fait? Ça pourrait être le cas, franchement. Ensuite, une autre news assez importante, c'est le fait que apparemment certaines cartes mères AMD, donc cartes mères faites par Asus, MSI, Gigabyte et tout ça, auraient quelques petits problèmes. Alors, le problème, c'est pas forcément un problème qui est arrivé comme ça, c'est plus un problème fait exprès. En gros, certaines cartes mères donneraient trop d'électricité au processeur, lui permettraient de trop prendre d'électricité sans lui dire, en fait. Et c'est ça le problème. Donc, la carte mère, hein, qui est dans n'importe quel PC, vous mettez le processeur dedans et du coup, c'est elle qui est responsable de l'alimentation électrique du processeur. Vous branchez un câble électrique, ou plutôt le whip-in du processeur, dans la carte mère pour qu'elle puisse alimenter ce processeur. Et du coup, elle transforme bien souvent ce 12 volts du whip-in et elle le transforme vers le V-core du justement processeur, qui est bien souvent, par exemple sur Ryzen, c'est 1,3, 1,35, des fois sur certains, volts par information. Du coup, ça le retransforme et tout, et ça lui donne une alimentation
si la carte mère est bonne, la plus stable possible et la meilleure possible. Du coup, cet étage d'alimentation est responsable aussi de dire au processeur, bah tiens, je t'envoie X watts d'énergie là, je t'envoie 150 watts là, je t'envoie 120 watts. Et le truc, c'est que certains constructeurs auraient été en mode, hey, et si on disait au processeur qu'on lui envoyait 120 watts, mais en fait on lui envoie 150 watts? Vous allez me dire, pourquoi faire ça? Parce que tout simplement, comme ça, dans les benchmarks, ça fait plus joli. Parce que le processeur a plus d'électricité sans même s'en rendre compte, donc il tient mieux son turbo, il tient mieux certaines fréquences, et les performances globales ont l'air d'être meilleures, tout simplement. Comme ça, quand vous comparez X cartes mères l'une à côté de l'autre, celles qui utilisent ce hack, littéralement, seront meilleures. Alors, il y a déjà eu des trucs similaires par le passé, hein, y compris sur Intel, mais le truc, c'est que chez Intel, c'était officiel. Enfin, c'était semi-officiel. En tout cas, c'était supporté par Intel et le processeur était au courant qu'il était mis au courant, en quelque sorte, oui. Du coup, ici, c'est pas le cas. Le processeur ne le sait pas. Du coup, des fois, il croit consommer une certaine quantité d'électricité, mais en fait, il en a plus. Et ça pourrait être mauvais pour le processeur, pour la simple et bonne raison que le silicium qui est utilisé pour graver le processeur va se dégrader plus vite. Parce que plus vous pompez d'électricité dans une carte graphique ou autre chose, et que vous dépassez ce qui est supporté officiellement, plus elle va se dégrader vite, plus elle va chauffer, et du coup se dégrader encore plus vite. Alors, pour les processeurs, je vais être très honnête, j'ai jamais vu un processeur mourir. De toute ma vie, je n'ai jamais vu un PC où c'était juste le processeur était mort. Et genre, ça fait très longtemps que j'ai des PC, jamais vu, franchement. Depuis une vingtaine d'années, je n'ai jamais vraiment vu un processeur mourir. J'ai toujours vu une carte mère, une carte graphique, une alimentation mourir, un disque dur mourir, mais jamais vraiment un processeur. Après, c'est pas parce que les processeurs mettent du temps à mourir et que vous pourriez vous dire oh c'est moins grave que ce n'en est justement pas grave. Pour moi, il y a un problème, il y a réellement un grand problème et les constructeurs qui ont fait ça devraient maintenant sortir un BIOS le plus vite possible, mais un BIOS aussi bien fait qui corrige ce problème. Alors pour ceux qui sont en mode, commencent à stresser en mode wow, est-ce que je suis affecté? Est-ce que ça affecte seulement les cartes mères en X570 ou autre chose? Non, ça affecte pas mal de cartes mères pour information. Parce que c'est une technique qui a déjà été utilisée par le passé. Donc il y a une façon assez simple de le voir, c'est en utilisant un programme qui s'appelle HW-Info, qui est un programme un petit peu assez complet en réalité. Vous avez notamment toutes les sondes de température du PC qui sont report, vous avez tout ce qui est au niveau de l'étage de l'alimentation notamment, hein, dans ce qu'on verra. Et aussi, il y a une sorte de GPU-Z et CPU-Z intégrés. Donc, vous devez télécharger la version bêta. Donc, vous pouvez prendre la version portable ici. Et vous voyez qu'il y a un bouton bleu pour la version bêta. Vous prenez ça. Vous pouvez l'extraire dans un dossier. Ça ne s'installe pas. D'ailleurs, c'est une version portable, hein, comme c'est dit. Et vous lancez la version 64 bits. Et normalement, vous lui dites de run. Alors là, il y a le truc Windows qui a flashé au noir, normalement. Vous lui dites de run. Et il va vous dire aussi, est-ce que tu veux... C'est possible sur certaines cartes mères, il peut détecter un truc en plus et en mode, hey, tu veux des informations de ça? Vous pouvez juste lui dire non, close. Et en gros, vous aurez ça. Donc vous avez une sorte de CPU-Z, GPU-Z intégré ici. Vous voyez d'ailleurs à quelle fréquence booste le processeur. Et surtout, si vous cliquez sur Sensor ici dans la fenêtre principale, vous allez avoir plein d'informations. Vraiment plein d'informations. Donc vous avez notamment les informations de mémoire. Combien vous avez de mémoire? Combien utilisé actuellement? Vous avez toutes les informations sur la RAM ici. Ça, c'est juste... Enfin, vous avez le processeur ici, mais vous avez aussi la RAM, notamment tous les timings de la RAM, certaines fréquences aussi. Non, là, c'est surtout les fréquences. Vous avez aussi les timings de la RAM plus loin. Mais il y a un truc très intéressant, c'est un endroit où vous allez avoir tout ce qui est consommation électrique du processeur. Donc là, on voit ça chauffe. Et on voit, d'ailleurs, il fait chaud ici. Actuellement, dans la map, il fait 29 degrés. Il fait de plus en plus chaud. Ça se voit que l'été arrive. Vous avez l'utilisation en watts du processeur. Donc là, par exemple, vous voyez que mon processeur utilise 50 watts, 54 watts. Ce qui semble assez logique, vu que j'ai un programme et tout ça d'enregistrement qui tourne. Assez logique. Et on a un chiffre très intéressant dans cette bêta, c'est le Power Reporting Deviation. C'est ce gars-là. C'est comme ça qu'il s'appelle. Et c'est un pourcentage. Ce pourcentage marche de la manière suivante. Si vous êtes à 100%, c'est qu'il reporte à 100% correctement la consommation électrique du processeur. Donc c'est bon. S'il est au-dessus de 120, enfin s'il est à 120, 130%, c'est qu'il envoie moins d'électricité au processeur qu'il ne devrait en avoir. Donc c'est en gros, ça arrive quand vous êtes sur le bureau à rien faire. Donc c'est logique, c'est normal, c'est standard. Le problème, c'est quand vous êtes en dessous de 100%, quand vous êtes à 80, 60%. Du coup, par défaut, vous ne verrez pas forcément le pourcentage correct. Pourquoi? Parce que ça, votre processeur est en mode sur le bureau en mode « Ah, je ne fais rien ».
il faut le charger pour voir le véritable pourcentage selon vraiment le maximum que peut consommer le processeur. Donc, vous pouvez utiliser par exemple Cinebench, que vous pouvez trouver sur le store de Microsoft maintenant, Cinebench R20, pour juste charger le processeur à fond. Donc là, moi, je vais lancer Cinebench, je vais le lancer, et normalement, si je retourne dans Hardware Info, justement, HW Info, quand Cinebench sera allumé, il est allumé, vous voyez que mon pourcentage, moi, est passé à 101, 102,5, 102 globalement %. Et là, c'est quand le processeur est vraiment réellement en train de fonctionner. On peut fermer d'ailleurs Cinebench, c'était juste pour tester. Du coup, dans mon cas, ça veut dire que j'ai par fois moi une X570 Crosshair 8 Formula, ça veut dire qu'elle est genre elle reporte correctement sa consommation. J'ai pas encore testé sur d'autres cartes mères personnellement, donc je ne sais pas trop quelle marque de carte mère en particulier mente là-dessus, mais yep, une chose est sûre, c'est pas normal. Du coup, vous pourriez vous dire, bah, qu'est-ce que je dois faire si moi, genre, je suis à 80% ou autre chose, s'il y a un problème. En réalité, vous ne pouvez pas faire grand-chose, hein, soyons honnêtes. Vous pourriez vous amuser à diminuer le V-core de votre processeur pour qu'il consomme moins, mais en réalité, ce que vous devrez vraiment faire, c'est contacter le support technique et juste être en mode, oh, ben, donnez une vidéo, par exemple, de Gamer Nexus, qui est très intéressante sur le sujet, de la vidéo et dire, ben, moi, j'ai ce problème-là. Est-ce qu'il y a un BIOS qui va sortir dans le futur pour fixer ça pour ma carte mère? Tout simplement. C'est globalement ce que vous pouvez faire. Là, c'est vraiment la balle est dans le camp des constructeurs de cartes mères pour fixer littéralement le problème qu'ils ont amené eux-mêmes. Ce n'est pas la faute d'AMD ici, à part si vous dites « Ah, ben AMD aurait dû contrôler ou autre chose. » Non. Enfin, moi, ça me semblerait bizarre que AMD doit contrôler ce genre de choses, parce que, genre, littéralement, selon moi, ils doivent pouvoir faire confiance aux vendeurs de cartes mères, mais bon. Et du coup, pour les constructeurs de cartes mères qui l'ont fait, notamment, hein, ben, honte à vous, parce que franchement, c'est n'importe quoi. Et on en voit, je ne sais pas ce qui se passe avec les constructeurs de cartes mères en particulier. Avec les cartes graphiques, on le voit un peu, mais avec les cartes mères, c'est incroyable le nombre de fois où juste les constructeurs, des fois, sont en mode « Hey, on va économiser un max d'argent en faisant un étage d'alimentation pourri sur notre carte mère. » Et justement, c'est un excellent parallèle avec la news d'après. Du coup, ici, vous avez une vidéo de Hardware Unboxed, une excellente chaîne en anglais, mais que je vous conseille vraiment de suivre. En plus, ils ont un accent australien, c'est plus facile de les comprendre, je trouve. Mais en gros, ils ont testé 5 cartes mères, ou en tout cas 4 cartes mères plus une cinquième, entrée de gamme en Z490, donc la nouvelle plateforme Intel haut de gamme pour tout ce qui est overclocking et tout. Et ils ont remarqué que, yep, il y a quelques problèmes. Il y a juste eu quelques petits problèmes. Donc, par exemple, quand vous retirez, c'était le cas ici, et YouTube, voilà, merci. Quand vous retirez toute limite de consommation pour le 10900K, par exemple, sur la carte mère MSI ici, donc le processeur tourne à 4,9 GHz sur tous les cas, hein, donc il est à fond ici. Vous voyez que la carte mère au niveau des VRM est à 75 degrés. Ça va, c'est pas incroyable, mais ça va. Asus Prime, 76 degrés, donc c'est bon. La Gigabyte Z498D, 103 degrés, un petit peu moins bon. Alors après, évidemment, ici on parle d'un Core i9 qui consomme beaucoup d'électricité. Donc, si vous mettiez un 10600K, voilà, ce serait un petit peu moins grave. Mais c'est quand même un problème. Par contre, le pire, c'est ASRock. Fail. Ça ne fonctionnait pas. Pour la simple et bonne raison que la carte mère a un étage d'alimentation pourri. Et ASRock est responsable de ça. Ils ont mis un étage d'alimentation pourri. Et là, quand ils se sont amusés à overclocker, vous voyez que Asus et MSI montaient vers 90 degrés en full overclocking, 5,1 GHz sur tous les cas. Hein. Donc ça reste raisonnable. Il faudrait quand même mettre un refroidissement pas très loin des VRM pour les garder froides. Mais ça va, quoi. Tant qu'on ne dépasse pas les 100 degrés, c'est bon. Mais ici, la Gigabyte ne passe plus, évidemment, et les ASRock ne savent même plus charger Windows, c'est pour dire. Donc ouais, j'ai juste envie de dire ça. C'est pourquoi, constructeurs de cartes mères, vous continuez de faire juste des conneries comme ça? Genre, ça a déjà été le cas. Genre, MSI, ils ont fait des cartes mères en B450, X470 qui étaient excellentes. Elles étaient vraiment excellentes. J'en ai recommandé énormément. Elles étaient vraiment bonnes. Et puis, pour le X570, ils étaient juste en mode « Oh, bah pour nos cartes mères d'entrée de gamme, on va juste faire de la merde et mettre des VRM pourris, littéralement. »
Et maintenant, ils ont corrigé le tir. Hein, et d'ailleurs, avec les cartes mères en B550 qui arrivent bientôt, ce sera la semaine prochaine d'ailleurs, j'ai une vidéo là-dessus, ça semble aller, quoi. Ils ont corrigé le tir. Et du coup, vous êtes en mode, mais pourquoi avoir fait ça? Vous croyez que les gens vont pas le remarquer? Et puis à côté de ça, vous détruisez votre réputation. Gigabyte l'avait fait par le passé aussi. Les cartes mères en B450 de chez Gigabyte, il y en a des très mauvaises. Et du coup, pourquoi ils font ça? Et Gigabyte s'est rattrapé encore une fois aussi, hein, sur leur carte mère en X570 et tout ça. Ils ont sorti parmi les meilleurs étages d'alimentation qui existent. Et c'est là aussi qu'ils ont commencé à utiliser des vrais bons refroidissements pour leur VRM. Donc ils sont rattrapés, hein, ils sont rachetés. Selon moi, ils sont assez bien rachetés. Mais du coup, vous êtes en mode, mais pourquoi avoir fait ça? Vous croyez que personne ne va le remarquer? Alors peut-être qu'ils se disent que, oh, de toute façon, monsieur tout le monde ne regarde pas des vidéos sur les VRM de carte mère, ce qui est assez vrai en réalité, et que lui, il va juste prendre la carte mère et puis elle fonctionnera. Mais le truc, c'est que moi, je me dis juste que si vous avez le malheur... Déjà, les constructeurs de PC, par exemple LDLC, TopHA et tout ça, s'ils font des PC préfaits, ils vont pas mettre une carte mère MSI parce qu'ils se disent « Ah ben non, on va avoir des problèmes si on met cette carte mère parce qu'on sait qu'il y a des problèmes de VRM. » Donc si la personne X mois plus tard nous recontacte parce qu'il y a un problème avec ça, ou si genre, les VRM étaient tellement chaudes que ça juste le PC ne fonctionne même plus correctement, on va avoir des problèmes, nous. Donc eux, ils vont mettre une carte mère Asus, Gigabyte ou autre chose, quoi, pour éviter le problème, justement. Donc ils perdent des ventes à faire ça, vous voyez, ils perdent vraiment des ventes. Donc je suis en mode, oui, ok, vous pouvez tromper le grand consommateur, mais vous ne pourrez pas tromper les sites spécialisés qui, eux, vont faire attention à ce qu'ils mettent dans leur PC. Parce que moi, honnêtement, si j'étais LDLC, je ne mettrais pas une mauvaise carte mère dans un PC pour la simple et bonne raison que, encore une fois, si je peux juste acheter une carte mère d'une autre marque qui marche aussi bien, enfin qui marche, qui est au même prix, mais qui marche beaucoup mieux, surtout au niveau de l'étage d'alimentation, je la prends celle-là. Parce que ça, pour le grand consommateur, lui, il s'en fout de la carte mère qu'il y a dans son PC, il veut juste que ça fonctionne. Donc eux, ils mettront juste la carte mère la plus simple possible, mais d'une marque qui sait où ça fonctionne parfaitement. Donc ouais, juste en mode, ouais, vous pouvez tromper le grand consommateur, encore une fois, mais vous ne pourrez pas tromper les sites spécialisés et ça finira par vous retomber dessus. Et je ne comprends pas pourquoi, quoi. C'est juste stupide. C'est vraiment stupide. Donc ouais. Heureusement, on a des chaînes comme Hardware Unbox. Ils en font beaucoup, des tests de carte mère et de carte graphique. Vous avez aussi Gamer Nexus qui est excellent pour ça. Et j'apprécie vraiment leur chaîne parce qu'ils sortent du très bon contenu là-dessus. Hardware Unbox notamment, on fait d'autres tests. Ils avaient fait beaucoup de tests sur les RX 5700 où ils ont découvert que les TUF d'Asus n'étaient pas très bonnes, ou aussi celle de MSI d'entrée de gamme n'était pas très bonne non plus, et puis MSI a corrigé le tir, Asus aussi a corrigé le tir en partie. Et vous voyez, c'est grâce, franchement, en grande partie à ce genre de chaîne, quoi. Ensuite, on change totalement de registre. Ici, SpaceX a sorti une petite vidéo très intéressante où ils ont des images depuis le fairing. Le fairing, c'est ce qui protège le satellite lors de l'ascension, surtout de justement l'atmosphère et tout, parce qu'il y a beaucoup de frottement. Et quand ils en ont plus besoin, par exemple quand il y a presque plus d'atmosphère, pouf, ils le pop et ils se débarrassent du poids, parce qu'évidemment ça représente quand même beaucoup de poids, et il n'y en a pas besoin, donc autant s'en débarrasser. Et pour information, voilà à quoi ça ressemble, c'est ultra classe. Donc on a l'autre bout de fairing, hein, c'est l'autre côté, ça se sépare en deux, hein, c'est un peu comme un Kinder Surprise, voilà, en mode surprise, un satellite, ou plutôt je ne sais combien de millions de satellites. Là, c'était Starlink d'ailleurs. Donc, il y avait 60 satellites. Ils se sont stackés l'un sur l'autre. D'ailleurs, on voit le reflet. Donc, ça, c'est le reflet pour information de la ligne d'horizon de la Terre. Et c'est juste genre, c'est classe, quoi. C'est vraiment classe. On voit le second étage de la Falcon 9 passer. Et on voit aussi le Merlin Engine justement, du second étage passer. C'est assez intéressant à voir, quoi qu'il arrive. D'habitude, on le voit de côté très proche. C'est pour ça que c'est cool de le voir, parce que là, on le voit vraiment dans toute sa gloire. Vraiment, on le voit avec le second étage au-dessus et on voit à quel point il est gros. Il est gros, tout simplement, et yep, c'est classe. Il y avait d'autres trucs qu'on peut analyser. Il y avait Scott Manley a fait une vidéo qui analyse le moindre petit détail. C'est ouais, vraiment, je vous conseille sa vidéo. Notamment, vous avez... Là, on voit ici, là, et de l'autre côté aussi, vous avez les pistons qui... Hop, sépare les deux fairings, donc on le voit s'actionner. Si vous regardez bien, pouf, on voit d'ailleurs l'autre bout de piston, il est là.
Donc ça, c'est ce qui permet de les séparer. Pour information spécifique, j'utilise des systèmes mécaniques plutôt que d'autres entreprises qui utilisent, eux, des trucs pyrotechniques, donc des petits explosifs qui littéralement séparent les deux côtés. L'avantage des systèmes mécaniques, c'est que vous pouvez les tester, alors que les systèmes pyrotechniques, c'est genre, ça pète et c'est fini, quoi. Voilà, il n'y en a plus. Vous avez aussi des trucs de stockage de gaz pour justement les thrusters. Donc vous avez des petits trucs pour contrôler, pour que le fairing puisse contrôler sa descente, parce qu'il les récupère. Hein. C'est comme ça qu'ils ont eu ces images d'ailleurs, parce que ça, c'est des GoPro, il y en a une de chaque côté. Et du coup, s'ils ne récupèrent pas le fairing, ils ne récupèrent pas la GoPro, ils n'ont pas les images. Donc là, on a ces images parce qu'ils ont récupéré ce fairing, notamment. Ils l'ont repêché, il me semble, dans l'océan parce qu'ils n'ont pas réussi à le récupérer correctement. Mais quand même, on a ces images-là grâce à ça. Et ouais, c'est classe. Juste regardez ça, quoi. C'est tellement classe. On voit d'ailleurs que le moteur de la fusée a un petit peu brûlé le bas du fairing ici. Bon, rien de trop grave. Et on voit d'ailleurs que du coup, ça le fait tourner sur lui-même. Et là, c'est tout... Ça, c'est tout ce qui sort du moteur justement du second étage. Et on voit que ça prend pas mal de place. Comme je dis, il n'y a pas d'atmosphère, donc ça s'écarte très vite. Et on voit même d'ailleurs, là, un petit peu d'orange et tout. Pas le fruit. Hein. On voit que c'est un peu orange parce que tout simplement, le fairing s'est remis dans le chemin de la sortie du second étage et du coup, il se fait à nouveau brûler de l'autre côté, quoi. C'est très intéressant à voir. Ensuite, justement, l'autre grosse news que je sais pas pourquoi je l'ai pas mis plus tôt dans le Texama Show. Bon, après, vous avez la table des matières. Apple, pour le WWDC 2020, je vous rappelle, c'est l'événement spécial développeur de Apple où ils présentent des nouveautés au niveau iOS, aussi macOS et tout ça. Donc, on devrait avoir iOS 14 notamment. À de voir aussi d'ailleurs ce qu'ils font un petit peu avec iPadOS, parce que ces derniers temps, iPadOS, à chaque mise à jour, a des grosses nouveautés très intéressantes. Mais du coup, c'est un événement principalement software, développement, mais il présente aussi quelques produits derrière. Alors ici, on ne parle pas d'un produit, on parle d'une technologie, ou plutôt d'un changement de technologie, sur le fait que Apple pourrait annoncer la transition vers ARM de leur Mac. Pour ceux qui ne comprendraient pas, les processeurs ARM, c'est les processeurs que vous avez dans votre téléphone. Et Apple se débrouille plutôt bien pour les processeurs ARM, parce que les processeurs ARM d'Apple, en tout cas basés sur ARM, sont très bons chez Apple. Genre vraiment bons. Au point même que, par exemple, la puce A13 de Apple se rapproche et même des fois arrive à battre dans... Ça dépend comment vous le prenez. Les plus petites puces de chez Intel pour les MacBook Air ou les les tout petits MacBook 12 pouces, par exemple. Donc, Apple, depuis pas mal d'années, et c'est une théorie qui, franchement... beaucoup de gens spéculaient qu'ils allaient passer justement à ARM, mais c'était juste logique en fait. Pour la simple et bonne raison que leurs puces sont tellement bonnes maintenant que s'ils les mettaient dans un MacBook Air notamment, déjà le MacBook Air consommerait moins, certainement, il chaufferait moins, il durerait plus longtemps au niveau batterie. Apple se ferait plus d'argent parce que maintenant ils n'ont plus besoin de donner X euros à Intel pour avoir un processeur qui marche moins bien. Et ouais, ce serait juste globalement mieux pour eux, quoi. Alors, du coup, vous allez me dire, oh, c'est génial, alors on va avoir des puces A13 ou A14X ou des A14 Mac Edition, je ne sais quoi, et on va avoir des MacBook Pro hyper puissants et tout. Non, soyons honnêtes. Le truc, c'est que même si les puces Apple sont très intéressantes et très puissantes pour leur taille et leur consommation, vous ne pouvez pas juste prendre cette petite puce et juste en mettre 4 l'une à côté de l'autre et avoir une plus grosse puce. Il y a un moment... Chaque puce, chaque même processeur, chaque carte graphique a une efficacité, ou plutôt atteint une certaine efficacité à une certaine taille. Donc là, le truc, c'est que les puces Apple ont été designées pour être dans des téléphones, donc elles sont très efficaces pour ça. Ils pourraient la redesigner pour aller dans un ordi portable, et peut-être, là, au lieu de consommer 5 watts, elle consomme 10 watts, 15 watts. Elle serait très intéressante, certainement. Mais ne vous attendez pas, et c'est ça que je veux dire, à les voir dans les MacBook Pro tout de suite, et surtout... Vraiment, à mon avis, vraiment pas avant très longtemps, à moins qu'il y ait vraiment un gros changement dans les Mac Pro, surtout. Les gros Mac Pro, vous savez, le tout nouveau Mac Pro, ouais, là, il y aura toujours des processeurs Intel. Ou peut-être des processeurs AMD dans le futur. Ça, c'est aussi possible, d'ailleurs. Faut pas partir du principe qu'ils vont forcément switcher vers ARM. Ils pourraient aussi prendre des processeurs AMD, c'est largement possible. Mais du coup, ici, ouais. Vous verrez certainement ça dans des MacBook Air ou peut-être un MacBook spécial
un MacBook spécial ARM qui permet un petit peu de tester tout ça, quoi. Alors, il y a un autre problème aussi, du coup, pour ceux qui se diraient, mais pourquoi ils n'ont pas fait ça plus tôt voilà, je veux dire, ils font des processeurs depuis des années, ils auraient pu le faire depuis pas mal de temps. L'un des grands problèmes, et c'est le plus grand problème au final, c'est que quand vous écrivez une application pour votre téléphone, cette application fonctionne sur une architecture basée sur ARM. Pour la faire fonctionner sur un PC, ou plutôt si vous justement faites une application qui tourne sur macOS ou sur un PC Windows, vous ne pouvez pas juste la reprendre et puis la mettre sur un téléphone. Ça ne marche pas comme ça. Vous devez la redévelopper bien souvent. Ou alors, un truc qui est fait notamment avec la Surface X de Microsoft, qui est une Microsoft Surface, je vous rappelle, qui tourne sur ARM. Ce qu'ils font, c'est qu'ils émulent. En gros, ils font croire à l'application qu'il y a un processeur x86, c'est ce que vous avez dans un PC classique, mais en fait, c'est un processeur ARM derrière qui fait semblant de l'être, quoi. Mais ça coûte en performance, c'est pas idéal et ça fait consommer plus aussi d'électricité, c'est pas bon, quoi. C'est juste à utiliser en cas de dernier ressort où ça ne marche pas, quoi. Donc ici, le gros problème, c'est que littéralement, toute la librairie macOS, tous les logiciels, je dis bien tous les logiciels, vont devoir être redéveloppés pour justement supporter ARM. Alors, évidemment, certains développeurs avaient déjà développé pour iOS, et du coup, déjà pour une architecture ARM. Et à mon avis, si Apple ne fait pas trop de merde, si vous avez fait une application par iOS, la remettre sur un Mac compatible ARM serait normalement relativement facile. C'est ce qu'on pourrait voir dans un premier temps, hein. Beaucoup d'applications faites pour iOS, pour iPad, remises pour un Mac, ce qui serait même pas au final très compliqué parce que genre l'iPad a un format très similaire à un Mac, donc ce serait logique. Mais ça dépend d'Apple en fait, ça. Donc c'est pour ça que cette annonce est intéressante. C'est qu'est-ce que va faire Apple? Comment ils vont l'annoncer? Qu'est-ce qu'ils ont fait derrière pour faciliter le passage vers ARM? Mais ouais, dans tous les cas, les gros programmes par contre qui ne sont pas forcément disponibles sur iOS et tout ça, ceux-là vont devoir être totalement redéveloppés. Donc ouais, ne vous attendez pas à un changement comme ça sur ARM. Ça va prendre des années littéralement. Et Apple a de la chance que ils ont un écosystème tellement fermé que les développeurs vont forcément suivre le pas, hein, s'ils veulent en tout cas continuer de prendre une part du marché Apple. Et du coup, ça ira. Par exemple, Windows, ils ont essayé de le faire par le passé. Ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que les gens étaient en mode « Nope, on ne fera pas ça, quoi. » Donc, ouais. Ici, Apple contrôle tout. Il contrôle le hardware qui sort et tout ça. Si tous les nouveaux MacBook Air sont ARM, les développeurs n'auront pas le choix de développer pour s'ils veulent se faire un petit peu, comme j'ai dit, de l'argent ou autre chose en vendant leur logiciel et tout. Donc, ouais. Alors, le problème il y a un autre problème, c'est si vous êtes développeur, vous devez le savoir, c'est que Apple n'est pas toujours les meilleurs au niveau développement. Ils ont une philosophie de développement, en fait, des fois qui est un peu chelou, en fait. Ils ont des très bons outils, mais aussi ils ont des outils qui sont juste, vous êtes en mode, mais pourquoi vous l'avez fait comme ça? Donc, au final, le plus important, ça va être ça, je pense. Est-ce que Apple permettra de prendre une application iOS et juste la redévelopper vite fait, changer quelques trucs, enlever le support du tactile notamment, et rajouter un support pleinement pour une souris, et juste le mettre sur un MacBook ARM? Est-ce que justement, macOS version ARM est basée sur iOS? Peut-être. Je sais pas. Ils ont développé iPadOS, peut-être qu'ils vont justement reprendre iPadOS et faire iMac OS. Non, ça devient bizarre. Bref, dans tous les cas, on verra ça le 22 pour information, juin en live, parce qu'évidemment ça se fait en live, et on verra bien ce que ça donnera. Une chose est sûre, je suis très intéressé personnellement, parce que c'est la première fois qu'on voit un gros changement comme ça, depuis que Microsoft a essayé, et comme j'avais dit, Microsoft n'avait pas le poids derrière pour faire fonctionner ça, selon moi. Ils avaient surtout le problème que les PC sont tellement... genre n'importe qui peut faire un PC, que personne n'avait envie de faire un PC ARM pour juste ne pas avoir leur logiciel et tout ça dessus. Ils continuent de pusher, hein, comme je dis avec la Surface X, mais voilà, je ne sais pas si ça marchera très bien dans le futur. Donc là, j'ai hâte de voir ce que fait Apple. Et du coup, une autre news en rapport, c'est justement... C'est assez marrant parce que c'est vraiment... On voit une news Apple va vers ARM, et là, maintenant, on a une news comme quoi Intel a montré son nouveau processeur qui s'inspire d'ARM, justement. Alors, c'est pas un processeur ARM, c'est un processeur x86 classique qui peut faire tourner Windows et tout, no problemo.
toutes vos applications que vous connaissez et que vous aimez. Mais le truc, c'est que, contrairement à un processeur classique, il a été designé un petit peu comme un processeur ARM. En gros, les processeurs ARM, bien souvent, vous avez dû voir dans les specs d'un téléphone, ils disent « Ah, ce téléphone ou ce Snapdragon 800 machin chouette chose, il a 4 cœurs Cortex machin chouette chose, et puis 4 autres cœurs. » Et vous dites « Mais pourquoi il a 4 cœurs plus 4 cœurs ?» Mais en fait, c'est parce qu'ils mettent 4 gros cœurs, donc 4 cœurs puissants, qui peuvent monter à une très bonne fréquence, qui offrent des très bonnes performances pour les jeux, pour les tâches qui en ont besoin. Et puis après, ils mettent 4 autres cœurs basse performance, mais aussi basse consommation, qui gèrent par exemple des trucs moins importants, des notifications, les trucs en arrière-plan, vous voyez. Et du coup, ben ça, c'est quelque chose de très utilisé sur les téléphones ou tous les processeurs mobiles, en réalité ARM, de faire de ce qu'on appelle du big little. Vous avez des big core, des little core. Donc big, ça veut dire gros, little, ça veut dire petit. Intel ici fait la même chose. Donc en gros, ils ont un processeur avec, il me semble que c'est un gros cœur, il me semble que c'était ça. Ils ont un gros cœur, genre l'équivalent d'un Core i7 en quelque sorte, à une plus basse fréquence. Et ils ont des plus petits cœurs à côté, là, qui seraient l'équivalent de processeurs Pentium ou Atom. Donc les gammes moins performantes de chez Intel. Et l'avantage ici, c'est que du coup, le cœur le plus puissant, il est réservé pour les tâches qui ont besoin de cette puissance. Et le cœur le moins puissant, il est réservé pour les tâches moins importantes. Et du coup, ça permet d'avoir un processeur qui consomme seulement 7 watts et qui a quand même une bonne fréquence et normalement de bonnes performances. On a déjà un produit qui a été annoncé d'ailleurs là-dessus. C'est le Lenovo ThinkPad X1 Fold, qui du coup peut se plier d'ailleurs, et qui supporterait ça, qui vaincrait ce processeur-là. Vous avez d'ailleurs 2 processeurs annoncés. Vous avez, tenez-vous bien, hein, le i5 L16G7 et le i3 L13G4. Ah, Intel. J'aimerais juste rencontrer la personne qui définit les noms chez Intel et juste être en mode pourquoi. Alors oui, il y a une logique. Il y a une logique derrière. Le G7, c'est pour la puce graphique. La puce G7, c'est la plus grosse. La G4, c'est un peu plus petite. Voilà. Le L16, je ne sais même pas ce que ça veut dire, honnêtement. Et ils ont toujours une logique. Mais le problème, c'est si vous devez sortir un infographique pour expliquer le nom de votre processeur, il y a un problème, quoi. Je veux dire, genre, ben voici le OnePlus 7. J'ai pas besoin de sortir un graphique pour dire ah oui, alors OnePlus, ça veut dire que c'est le nom de la marque, et puis le 7, c'est le numéro du téléphone. J'ai pas besoin de sortir un graphique pour dire ça. Les gens le savent. Et eux, ils sont obligés de le faire, Intel. Enfin bref, à chaque fois avec les noms, je suis en mode ah. Bref. Dans tous les cas, ça devrait être des processeurs plutôt intéressants. Maintenant, le plus intéressant, ou plutôt le plus gros problème pour Intel, c'est est-ce que Windows les supportera pleinement? Parce que le problème, c'est que Windows, il est en mode oh, j'ai 5 cœurs. Ok, bah toi, tu prends ce cœur-là. Toi, tu prends ce cœur-là pour ce process-là. Oh bah tiens, Photoshop est lancé. Bah, je lui ai donné 2 cœurs. Ces 2 cœurs-là, tiens. Ils étaient disponibles. C'est comme ça que marche un peu Windows. Et le truc, c'est qu'ici, par contre, il doit fonctionner différemment. Il doit se dire ah ben ça, c'est mon meilleur cœur. Je le réserve pour les meilleures applications. Et, par exemple, oh ben tiens, il vient de lancer la page de paramètres Windows. Mais là, je vais mettre les plus petits cœurs. C'est pas très important. Et le problème, c'est que Windows n'est pas vraiment designé comme ça à l'heure actuelle. Windows réfléchit quand même intelligemment au cœur qu'il utilise, mais ça a beaucoup progressé aussi au fur et à mesure des années, parce que un des problèmes des processeurs Ryzen au début, quand ils sont sortis, c'est pour ça qu'ils ont gagné en performance, rien qu'avec des mises à jour Windows, pour la simple et bonne raison que Microsoft, au fur et à mesure, a amélioré le programme Windows qui est responsable de donner aux applications, d'allouer aux applications les ressources du PC, donc dire ah ben tiens, Photoshop, tu peux prendre le cœur 1, 2, 3, 4, 5, 6, et voilà, et tu fonctionnes. Et cette application Windows a été mise à jour au fil des années pour mieux supporter les processeurs avec plus de cœurs et tout ça. Mais elle devra évidemment supporter de se dire ah ben tiens, il y a un cœur qui est plus puissant et il y a des cœurs qui sont moins puissants. Et pour le moment, je ne suis pas sûr que ce soit totalement le cas, donc on verra bien ce que ça donnera. Il y a des trucs similaires en réalité qui existent déjà, hein. D'ailleurs, il faut savoir que sur PC fixe, on n'utilise peut-être pas le Big Little, mais on a évidemment beaucoup de fonctionnalités turbo. Donc le processeur descend à une très basse fréquence, puis il remonte à une très haute fréquence quand il a besoin au niveau des performances. Et ça, soyons honnêtes, ça marche aussi très bien, hein, franchement. Mais il y a quand même des limites. Donc cette architecture-là est intéressante, mais il faudra voir si Windows le supporte pleinement, franchement.
Et enfin, une petite dernière news très rapide, c'est le fait que techniquement, j'ai changé de caméra. Enfin, j'ai changé de caméra, mais c'est toujours le même objectif, donc ça ne doit pas vraiment changer au niveau qualité. Puis j'enregistre toujours en 1080p 60 fps ici pour un maximum de fluidité. Mais en gros, ce qui a changé, c'est la caméra derrière. Donc, j'ai actuellement... D'habitude, j'avais le Lumix G7 à cet endroit-là, donc pour ce point de vue-là. Et c'était mon premier appareil photo que j'ai eu et que j'utilisais comme webcam quand je ne l'utilisais plus pour faire les vidéos de Texama et tout ça. Très bon appareil photo. Il permet sur une carte SD d'enregistrer en tout cas en 4K 30 fps. Et quand vous utilisez le port HDMI, il peut faire du 1080p 60 fps, qui est vraiment sympathique. Mais le truc que je me suis dit, c'est pourquoi, pour ce point de vue-là, je l'utilise pour plein de vidéos. Je pense que vous l'avez déjà remarqué. Je l'utilise pour plein de vidéos. Et pourquoi j'utilise ma moins bonne caméra pour ça, en fait. Donc là, j'ai remis mon Sony A6400, qui était celui qui était accroché au plafond, hein, pour avoir une vue plongeante. Et je vais mettre le G7 à mon avis en vue plongeante, du coup, en échange. Et je l'ai mis ici. Et déjà, ça améliore quelques trucs. Déjà, il voit mieux. Genre, il a un capteur plus grand, donc il voit mieux dans le noir en quelque sorte. Donc il a plus de lumière qui peut rentrer dedans. Donc, notamment, on voit mieux la plaque YouTube. Ça ne doit pas se voir beaucoup, mais je peux vous garantir qu'il voit réellement mieux. Il a des meilleures couleurs aussi. Ça, c'est par contre un grand avantage. C'est que là, je peux vous confirmer, je vois le reflet de la lumière sur ma peau ici. Et je peux vous garantir que ce que je vois à l'écran, tous les écrans que j'ai là, c'est exactement ça. Et j'ai fait attention de bien le régler comme il doit être, comme il faut. J'ai réglé selon la couleur des lampes ici pour qu'il soit nickel. Et il est assez nickel. Et un autre avantage aussi, c'est que par exemple, le RGB doit être plus correct au niveau couleur aussi. Parce que le G7 avait quelques problèmes chez moi. C'est que, par exemple, quand il voyait... Bon, c'est le problème. Beaucoup de caméras ont ce problème-là, mais c'est aussi dû aux lampes RGB, les lampes LED. Les lampes LED, en fait, le problème, c'est que la couleur est souvent trop froide. Et du coup, quand vous filmez avec une caméra, la caméra, elle est en mode « Ah, ben c'est bleu. Ah, moi, je trouve que c'est bleu. » Et du coup, elle affiche un petit peu en bleu, quoi. Alors que vous verriez la LED et vous direz « Bon, elle est plus blanche quand même. Hein. » Mais c'est parce que la caméra arrive à mieux voir le bleu dedans, quoi. Et du coup, le problème du G7, c'est qu'il voyait beaucoup de choses en bleu. Même un petit peu de trans. Et il avait du mal à avoir aussi d'autres couleurs. Donc, par exemple, là, j'utilise une lampe RGB derrière moi, la toute grosse, là, le truc bleu, là, qui illumine tout derrière. Et ça, si je le mettais dans une autre couleur, bon, ça marchait, hein, mais c'était pas aussi lumineux que le bleu. Donc, en attendant, maintenant, si je mets du vert derrière, comme vous pouvez voir, là, c'est vraiment vert. C'est vert, forcément, comme avant, c'était déjà le cas, mais il y a beaucoup de lumière, quoi. C'est vraiment bien éclairé. Donc, ouais, comme ça, maintenant, je peux faire plein de vidéos sponsorisées pour Nvidia, je suppose. AMD aussi avait la couleur verte avant, en vrai. Et du coup, ouais, ça, c'est déjà un bon avantage, parce que je peux mettre un thème à une vidéo, justement une ambiance à une vidéo en changeant la couleur derrière, ce qui est plutôt cool, hein, thématiser un petit peu plus. Et surtout, ça veut dire aussi, oui, que si je filme quelque chose, il le verra mieux. Un autre avantage, par contre, et je peux l'activer, je l'avais désactivé jusqu'à maintenant, mais j'ai le focus automatique. Donc, si je suis en mode, hey, regardez cet objectif, il focus, et puis je remets mon visage, il focus. Et il est même, c'est ça qui est bien avec Sony, c'est qu'il a le focus visage. Il détecte le visage, il focus sur le visage seulement. J'ai déjà essayé l'autofocus du Panasonic G7 et le problème c'est que il est juste pas bon. Je suis très honnête, il est pas très bon. Et il avait du mal notamment à me garder bien en focus. Des fois il focusait sur le micro, ou des fois il essayait pas de changer le focus alors que ça avait changé. Non, là c'est juste parfait. Si je me recule, vous allez voir que, vous voyez, le PC est devenu plus net. Et si je me rapproche, le PC devient plus flou parce qu'il est focus sur mon visage en permanence. Si je me rapproche vraiment, vous voyez, je suis toujours focus. Hein. D'ailleurs, on voit le flou ça devient de plus en plus flou, fait que je me rapproche. Ça, c'est assez marrant. Ça. Ouh, flou, moins flou. Flou, moins flou. Enfin bref, j'arrête de m'amuser. Dans tous les cas, ça améliore la qualité des vidéos. C'est plus logique. Je peux faire aussi maintenant du 4K 30 fps dessus. Je fais du 1080p 60 fps la plupart du temps parce que pour les Texama Show, ça suffit amplement. C'est fluide, quoi, c'est joli. Mais par exemple, pour des vidéos où j'ai besoin de la 4K, alors vous allez me dire pourquoi parce que tout simplement, l'avantage de la 4K, c'est que je filme en 4K et puis je suis en mode ah ben tiens, je montre un produit, je peux zoomer sur l'image, vous voyez, et je ne perds pas en résolution parce que j'ai filmé en 4K. Donc si je sors ma vidéo plus tard en 1080p, je ne perds rien. Et ça, c'est génial. Donc ça me permet d'avoir aussi la possibilité de changer un peu le point de vue et juste d'avoir du montage plus intéressant. Donc, ouais, globalement, c'est meilleur. Et de toute façon, cette caméra, même en 1080p, est meilleure que
le Lumix G7, le Sonic G7, oui. Donc, quoi qu'il arrive, c'est une upgrade, vraiment. Et c'est plus logique d'utiliser mon meilleur appareil photo pour ça. Et puis aussi, maintenant, je peux utiliser du coup le... Je peux dézoomer. Ouais, là, je suis dézoomé à fond, d'ailleurs. D'ailleurs, là, vous voyez, là, c'est la bordure de l'autre écran, d'ailleurs. C'est pas un problème. On voit aussi un petit peu mieux la plante qui était avant derrière moi. On voit aussi mon meuble TV derrière. On voit même une caisse. Enfin, la caisse, là. Où il y a ma main. On voit mieux, parce que je peux m'amuser à zoomer, changer la focale. Là, là, c'est vraiment très proche. Bonjour. On se retrouve pour une vidéo très ASMR ou je ne sais quoi. Bref, j'arrête. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent, l'objectif que j'utilise, c'est le Sigma 18 à 35 mm f1.8 avec l'adaptateur pour objectif Sony, enfin pour body Sony, donc c'est le MC11 pour information. Le seul problème de ce combo, c'est que le moteur de focus de cet objectif est très bruyant avec les appareils Sony. Je sais pas pourquoi. Enfin, personne ne sait pourquoi. Juste, là, je l'entends, j'entends tac, 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 tac. Je l'entends travailler, quoi. Si je bouge pas, ça va, mais si je commence à bouger, il travaille. Ouais. En gros, c'est pas idéal. J'ai un autre objectif qui m'intéressera assez bien de mettre pour cet appareil, parce que j'ai pas vraiment besoin de pouvoir changer, vous voyez, le niveau de zoom. Hein. Ça ne me sert à rien. Je peux toujours reculer physiquement la caméra, ça fera le même effet. Pour moi, en tout cas, si j'ai vraiment besoin de le faire. Donc j'en ai pas besoin, donc je vais peut-être prendre un objectif spécial Sony qui marchera mieux tout simplement, et qui focusera même encore plus vite, donc ce serait encore mieux. Mais bon, et je pourrais le prendre aussi pour d'autres styles de vidéos. J'essaie que tout soit versatile chez moi, c'est que je prends pas juste un truc pour qu'il fonctionne pour quelque chose, j'aime bien le prendre pour faire plein d'autres trucs à côté, vous voyez. Donc notamment ce Sony A6400, j'aimerais bien l'utiliser plus comme aussi ma caméra secondaire quand je fais du montage ou autre chose. Par exemple, si je fais un live montage PC, ben, cet appareil est en mode caméra secondaire. Et genre, peut-être qu'il regarde ce que je monte, il est zoomé là-dessus, et puis voilà. J'ai aussi la caméra au plafond, et puis j'ai la caméra en face de moi, quoi. C'est juste pour avoir des vidéos qui font... Moi c'est ce que j'aime bien faire. Je vais être très honnête, ça sert à rien tout ça. C'est ce que j'aime bien le faire. Et si j'aime bien le faire, ben, je le fais, tout simplement. Donc ouais, bref. Dans tous les cas... C'est à peu près tout pour ce Texama Show aussi, et de cette petite news vite fait au niveau caméra. D'ailleurs, qu'en pensez-vous de la qualité? Selon moi, c'est bon. Normalement, je peux... De toute façon, si c'est pas bon, je peux me rapprocher de vous et être en mode... Comment ça, tu ne trouves pas? Oh, la vache, ça c'est trop de résolution de mon visage, là. Ça va montrer tous les défauts, il ne vaut mieux pas. Reculez de mon visage, là. Vous êtes un peu... Distanciation sociale, ok? Voilà, ou plus loin. Voilà, comme ça, c'est plus respectable. Maintenant, le PC n'est plus flou, et maintenant, le PC est flou. J'adore faire ça. Bref, dans tous les cas, dites-moi ce que vous en pensez. Et c'est à peu près tout. Je vais le remettre en focus manuel d'ailleurs. Comme ça, je ne l'entendrai plus. Voilà. Ce qui est bien, c'est que je peux juste le laisser en focus automatique, me mettre là où je me mets d'habitude, et puis le remettre en manuel, et comme ça, il est focus parfaitement. Mais de toute façon, l'avantage aussi de cet appareil, c'est que j'ai le focus picking qui ne s'affiche pas sur le retour. Ça, c'est cool aussi. Ça c'était le problème du Lumix G7. C'est ce que vous voyez sur l'écran de l'appareil, c'est ce que vous aurez en sortie d'HDMI, alors que là, j'ai toutes les informations normales, mais vous ne les voyez pas, vous. Donc, par exemple, je vois mon focus picking, donc je vois si je suis en focus, donc c'est génial. Je vois aussi les barres de volume. Je pourrais remettre un micro sur cet appareil aussi, ça c'est pratique. Un micro secondaire en cas de problème, vous voyez, genre, oh, j'ai mal enregistré le son de ça. Oh, ben, c'est pas grave, j'ai un micro secondaire là-dessus branché qui a enregistré le son en backup. Peut être pratique. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez. C'est pas un énorme changement pour vous, je suis très honnête, parce que pour une vidéo YouTube, ça ne change pas énormément, mais croyez-moi, il y a la différence. C'est pas une solution d'ailleurs parfaite d'ailleurs. Il y a quelques mini-problèmes, notamment le fait que si je veux passer en 4K, il faut que j'aille changer dans les menus de l'appareil photo plutôt que de le faire dans le PC, donc c'est un peu embêtant. Mais bon, ça marche. Bref. Et d'ailleurs, pour ceux qui se demandent, j'ai un adaptateur secteur, donc il peut tourner des heures, hein, cet appareil photo. Il n'a pas besoin de batterie ni rien. Donc ouais, bref. Merci à tous, j'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouve après une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao.